J'ai bien conscience que la démarche dans laquelle je vais vous entraîner cet après-midi risque de dérouter certains d'entre vous. En préliminaire, je voudrais vous dire avec insistance que je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Dans convaincre, il y a vaincre. Et quand il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Et le vaincu n'a qu'une hâte, c'est de se venger. Là, je vous invite simplement à un voyage, à une découverte de quelque chose qui m'a émerveillé et qui m'émerveille tous les jours, à une façon d'aborder l'homme, à plusieurs façons complémentaires d'aborder l'homme, qui nous ouvre sur des horizons que certainement beaucoup d'entre vous pressentent. J'ai le sentiment que là, on arrive à la fois à rationner quelque chose, à rationaliser quelque chose qui est beaucoup du domaine de l'intuitif. Je vais commencer par quelque chose de très scientifique et de très théorique pour beaucoup, mais ça va nous permettre de situer dans quelle dimension on travaille. Cette formule mathématique est une formule physique en fait, c'est la formule d'Einstein. E est égal à mc2, c'est la formule de base de la physique contemporaine. Et on n'a pas fini de faire le tour de la révolution philosophique que ça entraîne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie et la matière sont équivalents. E c'est l'énergie, m c'est la masse, autrement dit la matière, et c c'est la vitesse de la lumière. Donc, d'après cette formule de base de la physique, ça c'est de la science, l'énergie et la matière sont équivalents, avec entre les deux un coefficient qui est égal au carré de la vitesse de la lumière. Or, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Dans la formule, c'est en mètres par seconde. Le coefficient entre la matière et l'énergie est donc de 9 multiplié par 10 puissance 16. Vous mettez 9 et 16 zéros derrière, et vous avez le rapport entre la matière et l'énergie. Ça veut dire que toute la recherche qui se fait actuellement sur l'énergie nous mène vers un horizon dont on ne connaît pas la limite. Il est donc hors de question de prétendre faire le tour, avoir fait le tour des possibilités du travail sur l'énergie. Encore une fois, c'est une ouverture. On sait où on commence à peu près, mais on ne sait pas du tout où ça va s'arrêter. Et de jour en jour, je suis émerveillé de ce que l'on découvre. L'homme, qui est de la matière, on est de la viande aussi un peu quelque part, n'échappe pas à cette formule physique. Il est donc aussi matière et énergie. Je rappelle ce fait qui commence à être connu, que cette énergie qui entoure le corps est photographiable par un procédé qui s'appelle l'effet Kirlian ou d'Arsonval, en mettant les extrémités des mains et des pieds dans un champ électromagnétique d'une certaine fréquence et d'une certaine intensité. On crée un halo coloré, lumineux, qui peut imprimer une plaque photo. Et ça permet, avec ce genre de cliché, de faire des diagnostics à partir des méridiens d'acupuncture. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui est mesurable, qui est enregistrable, qui est photographiable. À partir du moment où on a admis cette possibilité de travailler sur les énergies, on peut traduire ça à deux niveaux particuliers d'énergie. Le premier, c'est l'homme-énergie, peut être aussi l'homme sonore. Je crois qu'on vous en a parlé ce matin. Ça se traduit sur le plan des sons. Le son, c'est pour moi la partie la plus matérielle de l'énergie, puisque c'est une vibration de l'air, c'est une vibration de la matière. Eh bien, chaque partie du corps correspond à une fréquence sonore. Ça va nous permettre, ceci, d'élaborer un outil diagnostique et thérapeutique qui est la psychophonothérapie, dont je vais vous parler dans un instant. Et ça va nous permettre de voir les correspondances énergétiques à un niveau plus subtil. Je ne sais pas comment je peux l'éclairer, vous allez peut-être le voir, sinon vous le verrez un petit peu plus tard, il sera affiché au stand Arcal. Comme ça, c'est bien. Voilà. Au niveau des énergies plus subtiles, donc plus proches de la lumière, l'homme a des correspondances entre les niveaux de son corps et les couleurs. On va en parler aussi tout à l'heure avec plus de précision. Je reviens sur l'homme et ses correspondances énergie sonore. Dire que chaque partie du corps correspond à une fréquence sonore,
c'est dire que dans l'oreille interne se trouve représenté l'ensemble du corps. C'est dire que ma façon d'entendre va être modifiée par mes problèmes physiques. C'est dire par exemple que si j'ai une entorse du genou, je vais entendre différemment le 500 Hz. Si j'ai un torticolis, je vais entendre différemment le 4000 Hz. Cette cartographie-là, moi je l'ai tirée des travaux de Marie-Louise Aucher, qui est une musicienne de maintenant 90 ans, je crois, qui grâce à son piano, a senti, elle, vibrer les notes de son piano dans son corps. Et elle a fait ces correspondances-là. Alors, en chercheur, on s'est dit, on a peut-être un moyen d'objectiver ça. C'est de mesurer la façon dont on entend. Alors ça, on savait faire un petit peu, puisqu'il existe des appareils d'audiométrie, de tests d'écoute, qui permettaient de mesurer 12 fréquences. Le problème, c'est que quand on a mesuré à 2000 Hz, par exemple, on ne sait pas ce qui se passe à 2005, on ne sait pas ce qui se passe à 1700, etc. Donc, nous avons, avec une équipe de collaborateurs, donc quelqu'un qui habite pas loin de Lille d'ailleurs, créé un système de test d'écoute qui permet de mesurer jusqu'à 50 fréquences par oreille. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on fait ce genre de test d'écoute, on va trouver des pics d'hypersensibilité à certaines fréquences sonores et des creux d'hyposensibilité à d'autres fréquences. Et de façon fine, les creux et les pics s'étalent sur un tiers, un quart d'octave, quelquefois sur un ton. Et on a bien les correspondances entre les fréquences entendues et les problèmes sur le corps. Une luxation d'épaule nous donne un problème correspondant sur le 3000 Hz du côté correspondant. Quelquefois il y a une inversion d'ailleurs, quelquefois il y a un croisement. Une entorse du genou nous donne quelque chose sur le 500 Hz. On a donc pu là vérifier que c'était vrai pour les traumatismes, donc pour quelque chose de parfaitement physique. Alors, la vérification statistique n'est pas encore faite, parce que l'outil, on l'a entre les mains depuis trop peu de temps pour vous dire sur 20 000 entorses du genou, on a 20 000 pics à 500 Hz. Ça, c'est un travail qui va se poursuivre. Ma conviction, pour moi, elle est faite. Il y a trop d'exemples évidents maintenant, dans ces tests-là, pour confirmer ça. Si c'est effectivement confirmé, ça veut dire que, par là même, on valide la théorie du fonctionnement hologrammique du cerveau et du corps humain. Si chaque partie du corps correspond à une fréquence sonore, si notre façon d'entendre est modifiée par ce que l'on est, pourquoi est-ce que ça ne serait pas vrai aussi pour le pavillon de l'oreille? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas vrai aussi pour la plante des pieds, pour les mains, pour le nez ou pour l'œil? Et on valide du même coup un certain nombre de pratiques de médecine dites complémentaires, qui sont l'auriculothérapie, l'iridologie, la sympathicothérapie nasale, les massages des pieds, les massages métamorphiques, etc. Donc vous voyez qu'on est dans une démarche de recherche scientifique. Alors c'est bien évident que moi, petit généraliste installé dans mon coin, c'est pas moi tout seul qui vais valider statistiquement ça. Alors progressivement, on va répandre l'outil à travers l'Europe, c'est en train de se faire, de façon à ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on puisse dire, voilà, c'est OK, on est sûr maintenant sur 20 000 cas que ça fonctionne. Ça, c'est une partie diagnostique. Alors après, le thérapeute qui connaît bien les correspondances symboliques des organes avec le psychologique, il pourra élaborer une tentative d'interprétation. Parce qu'à mon sens, ce qu'on a là, c'est l'engrammation dans le cerveau de la composante affective des problèmes physiques. Donc, bon, on ne va pas guérir une entorse du genou avec la musique, par exemple, ce n'est pas le problème. Mais quand il y a des choses qui sont ancrées depuis longtemps, qui ont créé des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire des problèmes affectifs qui ont entraîné des problèmes physiques, on va les repérer sur le test d'écoute. On va avoir, par exemple, un pic à 2000 Hz chez quelqu'un qui a un ulcère à l'estomac. Son ulcère à l'estomac, c'est parce qu'il a des angoisses. Donc, en connaissant bien la symbolique corporelle, un thérapeute va pouvoir évoquer des possibilités d'interprétation. Par exemple, s'il y a quelque chose sur 1500 Hz, le 1500 Hz étant l'intestin,
Bon, en symbolique, l'intestin, ça peut évoquer la tentative de sortie du labyrinthe pour échapper au Minotaure. Ou une autre façon de dire, c'est un problème relationnel avec une mère dévoreuse. Bon. Alors, on ne va pas dire à quelqu'un qui a un pic à 1500 Hz, vous avez un problème avec votre mère qui veut vous manger. Non, c'est pas comme ça qu'on va procéder. On va dire, voilà, il y a un pic à 1500 Hz, ça évoque un problème du côté des intestins. Si c'est quelque chose qui est très ancien, probablement, il y a quelque chose dans votre tête qui ne fonctionne pas bien. On pourrait peut-être essayer d'y réfléchir. Bon. Mais quel que soit le diagnostic fait, et c'est là où on apporte quelque chose qui pour moi est fondamental dans le traitement d'un certain nombre de troubles, c'est qu'on va derrière ce test d'écoute pouvoir appliquer un traitement en miroir de la façon d'entendre. L'auriculothérapeute, quand il sent qu'il y a un point perturbé sur l'oreille, il va mettre une aiguille. Le bon auriculothérapeute, il va prendre le pouls et il ne va pas chercher à raisonner. Il va sentir, toc, il va piquer le point qu'il a senti. Puis il va interpréter un petit peu pour faire comprendre à son patient éventuellement. Et bien là, on va faire le même genre de travail. On va faire aux gens qui ont des problèmes donc imprimés dans leur cerveau dont ils n'ont pas réussi à se débarrasser, on va leur faire des cures de traitement par de la musique modifiée en miroir de leur façon d'entendre. On repère des informations, à savoir des pics et des creux, et on va faire écouter de la musique modifiée en filtrant les pics, les fréquences où il y a un pic, et en augmentant les fréquences où il y a un creux. Avec un système de bascule grave-aigu, on fait une stimulation de l'oreille interne et du cerveau correspondant, et on s'aperçoit qu'avec des cures relativement brèves, puisque avec 15 ou 20 séances à raison d'une ou deux par jour, donc on fait des tirs groupés quand même, on arrive à harmoniser la bande passante de l'oreille. Ça c'est une chose, c'est déjà intéressant d'entendre mieux. Mais en plus de ça, on s'aperçoit que c'est comme si on détricotait les nœuds que les gens se sont tricotés pendant leur vie. Alors celui qui a son nœud à l'estomac, il va probablement avoir une certaine détente. Bon. Et on ne sait pas toujours, on sait même rarement au départ qu'est-ce qui va se débloquer le premier. Telle personne vient pour une déprime, elle a en même temps une sciatique, à la deuxième séance, c'est sa sciatique qui s'en va. Bon. On n'a pas forcément prévu, mais elle avait un pic à 1000 Hz. Telle autre personne vient parce qu'elle a des angoisses, et puis elle s'aperçoit qu'au bout de 3 jours, elle redort mieux. Donc, quelle que soit l'interprétation que l'on fait, le traitement en miroir ça veut dire vraiment adapté à ce que l'on a perçu, traite les gens dans ce dont ils ont besoin et au niveau où ils sont prêts à travailler au moment où ils viennent. L'un de mes problèmes en tant que jeune médecin, c'était de me dire, on travaille sur des données statistiques. En biologie, par exemple, si vous avez trop de cholestérol, vous avez 2,70 g de cholestérol, on vous dit vous en avez trop. Pourquoi ? Parce que vous êtes en dehors de la norme statistique. Or, en dehors de la norme statistique, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'est pas comme la majorité des gens. C'est tout à fait différent. Donc, la grande question que je me posais, c'était comment faire rentrer les gens dans leurs normes à eux. C'est pas évident, premier abord. C'est d'autant moins évident que leurs normes, elles changent, puisque l'homme n'est pas une voiture qu'on répare, en tout cas pas seulement. Il est un être en évolution, il est un être en devenir. Donc sa norme, elle change. Alors, un début d'esquisse de solution est donné par ce genre de travail en miroir. C'est-à-dire que la norme statistique de l'individu devient une certaine harmonie de sa courbe. Un pic ou un creux sur certaines fréquences, c'est une rupture dans une harmonie. Ça signe une perturbation dans l'harmonie de l'individu. Bon, ça c'est moi qui l'interprète comme ça. Et on va le rendre dans son harmonie, dans sa norme statistique si l'on veut, en lui faisant un traitement parfaitement adapté aux perturbations qu'on a ressenties sur lui. Alors les grandes indications de ce traitement, elles sont, une fois qu'on a compris ça, elles sont assez évidentes. C'est toute la composante psycho-affective des problèmes somatiques. Et en fait, quand vous approfondissez un petit peu les problèmes de santé, vous vous apercevez qu'il y a très peu de maladies qui n'ont pas une composante psycho-affective. Moi, j'irai même plus loin, puisqu'on va en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de maladies qui n'ont pas toutes les composantes de l'homme, à savoir la composante physique, la composante énergétique, la composante psycho-affective et la composante spirituelle.
Et les effets secondaires de ce genre de travail sont tout à fait étonnants. C'est que d'une part, on a l'impression que les gens se détricotent leurs nœuds, ça c'est déjà intéressant, mais que la plupart du temps, ils augmentent leur capacité intellectuelle, leur capacité d'imagination, leur capacité d'idéation. Et en même temps, la plupart du temps, j'ai vraiment le sentiment, mais ça c'est très subjectif, je le reconnais bien volontiers, qu'il y a une ouverture spirituelle qui se fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la vie, les gens, les événements, après comme avant, en général. Mais comme on fait un travail en miroir, finalement, chacun travaille au niveau où il en est. Les portes s'ouvrent au fur et à mesure où elles peuvent s'ouvrir. Alors, quelquefois, c'est sur une cure de 20 séances, on s'aperçoit qu'on fait un test d'écoute de contrôle à 7 séances, on modifie parce qu'il y a des pics apparus alors que les autres sont effacés, et hop, on a une sous-couche qui ressort, on va traiter la sous-couche. Quelquefois, il faudra reprendre un travail 6 mois ou 1 an après, quelquefois 2 ans après. Parce que le travail fait sur les cures courtes, on s'aperçoit que ça bouge encore pendant 3 à 6 mois. J'ai relativement peu d'exemples de gens chez qui il ne s'est rien passé. Mais là, je précise quand même, ce n'est pas un traitement miracle, c'est un outil très performant parce que parfaitement adapté à chacun, mais ça n'est qu'un outil sur le cheminement de l'individu. C'est-à-dire qu'il est pour moi hors de question de faire une cure, les gens viennent, je vous fais une cure, hop, puis vous partez, je ne vous vois plus. On essaye d'intégrer ça dans où est-ce que vous en êtes, et puis après, où est-ce que vous avez envie d'aller, et qui est-ce qui peut vous aider à continuer de progresser. Il faut sortir de l'idée que les thérapeutes vont vous guérir de quoi que ce soit. Les médecins ou les thérapeutes n'ont jamais guéri personne. C'est le patient qui se guérit, et nous, on fait que vous apportez des outils. Et vous les métabolisez, vous les utilisez au niveau où vous en êtes. C'est rassurant pour nous. Donc, d'abord, ça nous permet d'être un petit peu plus humbles. C'est une chose. C'est rassurant aussi, peut-être, dans la mesure où si ça ne marche pas, on peut toujours dire c'est de votre faute. Mais on ne se situe pas dans cette perspective-là. On se situe dans une perspective de collaboration. On fait un bout de chemin ensemble avec des outils performants, je crois qu'ils sont vraiment performants, mais c'est un bout de chemin ensemble. Donc là, c'est encore une donnée différente de ce que moi j'ai appris à l'école, à la faculté de médecine, c'est-à-dire qu'on va pas vous... Je ne suis pas prestataire de service au sens où je ne vais pas vous apporter une guérison moyennant des sous. On va faire un bout de chemin ensemble. N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui a du mal à suivre, soit parce qu'il n'entend pas bien, soit parce que je vais un peu vite, vous levez la main et puis je modifierai un petit peu, pour être un petit peu à l'aise. On prendra quelques questions après. Je ne voudrais pas interrompre le cours de référence. Oui. Mais vous avez présenté un schéma que j'ai déjà pris connaissance, que Marie vient de faire. Et donc, je voulais savoir les notes qui étaient marquées sur le schéma corporel, des os, correspondent à des zones de fréquence, des zones de résonance. Sur le corps. Sur le corps. Oui. On sait qu'une zone de résonance, normalement, en relation avec une masse, un volume. Ça voudrait dire que tous les individus ont la même masse, le même volume au même endroit. Alors ça, pour l'instant, je suis incapable de répondre. Il y a des correspondances, au moins approximatives, qui sont certaines. Mais je ne peux absolument pas dire pour l'instant, parce que je n'ai pas les moyens de le faire, ça, il faudra qu'on ait 20 000 cas peut-être, sur un problème donné, de dire si chacun a, par exemple, le problème d'épaule à 3000 Hz. Parce qu'en fonction de l'état où on est dans son évolution, probablement qu'on change aussi un peu de niveau vibratoire. Et c'est très possible que pour l'un, ça sera 2900 et pour l'autre, ça sera 3100. Mais ça, j'en sais rien. Alors là, je vous engage avec moi dans une démarche en même temps de recherche. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de certitude absolue. Il y a un travail qui va se continuer, qui se continue avec ceux qui ont envie de le continuer. Il y a quand même des certitudes qui sont maintenant bien ancrées, parce qu'il y a une cohérence d'ensemble qui, moi je sens là, il y a une espèce d'intuition profonde et de certitude profonde qu'on est sur la bonne voie de recherche. Il y a des choses qui sont maintenant bien établies, qui demandent à être vérifiées statistiquement parce que la recherche contemporaine demande des études statistiques, mais il ne faut pas que ça nous empêche de progresser, quoi. Le deuxième volant du travail sur les énergies que je vous propose, c'est un tout petit mot quand même pour rejoindre le titre de la conférence, de l'homme rationnel à l'homme conscient. Vous voyez que là, on touche à une conscience de la personne qui n'est pas une conscience verbale, c'est la conscience de son corps. Avant de travailler sur les couleurs, il faut que j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner, ça. Tout ça, ça s'appuie sur le fonctionnement du système nerveux. Alors, ça va peut-être être un petit peu technique, mais je crois que je peux être relativement simple. Le cerveau, c'est ce qu'il y a de plus mal connu dans le corps de l'homme. La cellule nerveuse
Elle est constituée d'un corps, d'un axone qui peut se diviser pour aller rejoindre une quantité d'autres cellules, et de dendrites qui reçoivent des informations de nombreuses cellules. Chaque cellule a pour fonction de capter énormément d'informations et de les mixer dans le corps cellulaire et de les renvoyer sous forme d'un signal électrique à quantité d'autres cellules. Imaginez que chacun des traits qu'on vous a tracés là, qu'on a appelé dendrite ou axone, est remplacé par une perruque. Donc un nombre vraiment extrêmement important de filets nerveux. Et vous avez une idée du nombre d'informations que chaque cellule traite. C'est la synthèse de toutes ces informations-là qui est renvoyée sous forme d'un signal électrique, qui va être diffusé dans quantité d'autres cellules, puisque chaque axone se divise aussi comme une perruque. Ça nous donne, on se situe finalement à l'échelle de E est égal à MC2. Hein. On a des puissances, des coefficients qui sont fantastiques. La même cellule peut donc recevoir des informations venant de différents organes d'essence. Il faut bien garder présent à l'esprit que le cerveau, la cellule nerveuse, ne sait pas ce que c'est qu'un son, ne sait pas ce que c'est qu'une couleur, ne sait pas ce que c'est qu'un toucher, elle ne connaît qu'un signal électrique. Chaque information qui vient d'un son, d'une couleur ou d'une odeur est mixée et transformée en un signal électrique et va être envoyée dans l'ensemble du corps. Alors, ce qui est vrai sur la cellule est vrai aussi à une plus grande échelle parce que chaque cellule passe par des relais. Hein. Donc si on change de niveau, une cellule capte plein d'informations, fait une synthèse et renvoie l'information à des tas d'endroits. Hein. À un niveau supérieur, chaque cellule passe par un relais qui reçoit lui-même des informations de plein d'autres niveaux, qui va synthétiser ces informations-là, les renvoyer à d'autres relais, et ça va arriver au niveau du cerveau. Du coup, le cerveau perçoit un signal électrique, à chaque information c'est un signal électrique, qui est la synthèse d'informations qui viennent de partout dans le corps. Et c'est le cerveau qui va construire le corps. Chaque information qu'il va envoyer au corps contient des informations de la totalité. Un autre élément important du fonctionnement du cerveau, c'est comment fonctionne la mémoire. La mémoire, ce n'est pas un ensemble d'informations engrangées dans des tiroirs. En tout cas, ce n'est pas seulement ça. L'être humain a un certain nombre de fonctions à remplir. On est dans un environnement dans lequel on reçoit un certain nombre d'informations qu'on va métaboliser, disons nous-mêmes, à une échelle au-dessus de la cellule, au-dessus des relais. Notre corps lui-même fonctionne de la même façon. On a un certain nombre de fonctions à remplir. La première, c'est de survivre. La deuxième, c'est de réaliser notre projet, ou nos projets. On va donc recevoir une quantité d'informations de l'environnement, par nos organes d'essence, par notre mental, par notre ouverture spirituelle. On va métaboliser tout ça à l'intérieur de nous, et on va créer un circuit nerveux pour réagir aux différents événements de façon à réaliser notre projet et à survivre. Bon, d'abord survivre et après réaliser notre projet. Les circuits nerveux qui sont créés restent. Certaines cellules meurent, mais les circuits nerveux créés restent. Et pour quelqu'un comme Rosenfield, qui est un chercheur américain, la mémoire serait constituée de ces circuits nerveux. Comme ce sont les circuits nerveux qui vont créer le corps lui-même va se constituer à partir de ces circuits. Donc il va être lui-même mémoire du vécu. Mémoire, fonctionnement hologrammique, on a en gros l'explication possible du fonctionnement du traitement par la musique. Ça marche dans les deux sens, dans le sens diagnostique, c'est-à-dire que chaque partie du corps
si on sait lire, nous révèle l'histoire de l'individu, c'est un problème de précision, hein. Mais en même temps, on sait qu'on peut remonter, on peut toucher sur les manettes, hein, et puis modifier les circuits de mémoire. Si on veut interpréter le travail sur les sons, on va prendre un exemple. Une mère de famille est très angoissée parce que son bébé pleure tout le temps. C'est son premier, elle-même, elle avait déjà des angoisses. Bon. À chaque fois que bébé va pleurer, hop, le nœud à l'estomac, les contractures des épaules, la décharge d'adrénaline, éventuellement le mal de tête, que sais-je encore. Vous imaginez ce que ça peut être. Cette femme est débordée par son bébé, elle fait que ça la préoccupe terriblement, elle s'occupe que du bébé. Elle va créer, parce que c'est un stress pour elle, elle va créer un circuit de réaction au bébé, pour sa survie à elle, pour la survie du bébé, et puis parce que pour elle c'est fondamental de s'occuper du bébé. Si elle fait que ça dans sa vie, elle va créer surtout le circuit bébé. Hein, et puis c'est un circuit qui la stresse en plus. Imaginez que le pleur du bébé soit sur une fréquence 2000 Hz. Hein, c'est pas un hasard si je mets 2000 Hz, parce que 2000 Hz c'est l'estomac, et l'estomac en symbolique corporelle c'est souvent la relation à la mère comme mère nourricière. Elle va constituer un circuit nerveux où elle va être hypersensible aux 2000 Hz. Bon, pour peu que ça corresponde aussi aux odeurs du caca du bébé ou je sais pas quoi, moi, à la couleur de la cuisine qui est orange. Bon. Elle va pouvoir créer un circuit qui sera hypersensible aux 2000 Hz et puis hypersensible à la couleur orange ou hypersensible à l'odeur de caca de bébé. J'en sais rien, ça dépendra de sa sensibilité à elle. Mais quand le bébé va être grand, elle va garder en mémoire le circuit bébé. Comme elle n'en a pas fait beaucoup d'autres parce qu'elle a fait que ça pendant un certain temps, eh bien, à chaque fois qu'elle aura une stimulation dans son environnement sur une fréquence 2000 Hz, ça va lui enclencher le circuit bébé. Bon, c'est pas de chance, c'est plus le bébé dont il faut s'occuper, c'est autre chose. D'où une réaction inadaptée et la porte ouverte à la maladie. Cette personne-là, elle ne comprendra pas pourquoi, quand elle entend certains sons, elle va avoir ses angoisses, ses douleurs aux épaules, etc. Nous, quand on va faire un test d'écoute, on va voir cette hypersensibilité à 2000 Hz. On va pouvoir lui dire, tiens, 2000 Hz c'est l'estomac, peut-être qu'avec bébé, et puis peut-être elle, ça va résonner. Hein. Elle va peut-être se dire, ah tiens, c'est vrai, j'ai pas bien vécu ça, et puis peut-être qu'elle va réaliser que ses relations aux autres sont aussi du même ordre qu'avec bébé. Bon, ça va la faire avancer dans sa conscience, quelque part, peut-être, si on tombe juste. Hein. Mais ce qu'on va faire en tout cas, c'est qu'avec la cure de musique, on va lui effacer ce pic d'hypersensibilité, d'une part. On s'en aperçoit, parce que quand on fait les tests de contrôle, l'hypersensibilité, elle disparaît. Le pic s'efface. Et on va s'apercevoir qu'en même temps, ça va lui dénouer son nœud à l'estomac. Et on va s'apercevoir que fort probablement, on va l'aider à créer d'autres circuits. Peut-être parce que comme le circuit privilégié, il ne marche plus, on a supprimé une porte d'entrée, il ne marche plus bien. Hein. Du coup, ça la laisse libre d'en créer d'autres. Et peut-être aussi que le travail par la stimulation de la musique multiplie les connexions nerveuses. Ça paraît tout à fait possible. Mais pour le vérifier, il faudrait faire des biopsies. Les biopsies de cerveau, ce n'est pas tout à fait à ma portée, et je ne m'y risquerai pas. Mais vu les résultats sur l'imagination, l'intelligence et tout ça qu'on obtient, sur les enfants qui ont des problèmes de scolarité par exemple, même sur mon travail à moi, depuis que j'ai travaillé là-dedans, on ne sait pas où on va s'arrêter. Donc c'est probable qu'on augmente en même temps les connexions nerveuses. Vous voyez un petit peu comment ça peut fonctionner. Sur le plan théorique, on comprend un peu mieux comment ça peut fonctionner, l'hologramme. Chaque partie du corps contient des informations de la totalité. Chaque partie du corps donne accès à la totalité. Ça valide un certain nombre de thérapies complémentaires. Et en même temps, ce type d'analyse nous permet de faire un travail parfaitement adapté à chacun. Alors, après ce travail un petit peu théorique sur le système nerveux, on va passer au travail sur les couleurs. Oui. Pour l'instant, le travail se fait. Pour l'instant, on travaille avec des musiques diverses et variées, le plus diverses possible. Donc on joue sur des rythmes et des fréquences, mais variées. Hein. Non, c'est sur des musiques. L'idéal serait d'ailleurs progressivement d'adapter la musique à chacun. On y travaille aussi. Il y a différentes façons de faire. Bon, du travail, il y en a à faire plus que je pourrais en faire moi-même, donc il faut qu'on diffuse pour que d'autres en fassent aussi un peu. Hein. Et donc on travaille sur des musiques variées, classiques, contemporaines, folkloriques, peu importe, avec une bande passante le plus large possible et une certaine dynamique pour que la stimulation soit assez importante.
On ne met pas de hard rock, parce que le hard rock est très très déstructurant. Hein. Donc ce ne sont pas des sons purs, ce sont vraiment des musiques qui ont une certaine harmonie en elles-mêmes, puisque les musiciens, eux, sentent pas mal de choses et manifestent quelque chose dans leur musique. Et c'est cette musique-là qu'on modifie. Sur une bande passante large, on filtre un tiers d'octave correspondant au pic et on augmente le tiers d'octave correspondant au creux. Alors, comme on casse la musique en tiers d'octave c'est pas très large quand même, hein, on prend en compte l'ensemble des problèmes, en même temps la musique est un petit peu cassée, donc elle est moins harmonieuse que d'hi-fi. Mais en même temps, on entend quand même bien la musique, c'est pas de la cacophonie. Alors, on change de chapitre. Chaque partie du corps correspond à un son, mais chaque partie du corps correspond à une couleur. Un bref exposé sur la couleur, représenté sur ce sceau de Salomon. Le sceau de Salomon est en fait plus ancien que Salomon lui-même. Hein. C'est une vieille tradition, la façon de représenter ça. Il y a 3 couleurs fondamentales par addition. Ce sont les couleurs qu'on utilise en télévision, ce sont des couleurs qu'on utilise en projection. Avec les 3 couleurs fondamentales par addition, qui sont le bleu foncé, là, le rouge et le vert, on fait toutes les couleurs. Il y a 3 couleurs fondamentales par soustraction. Les couleurs fondamentales par soustraction, ce sont celles qu'on utilise en peinture. Soustraction parce que quand on peint quelque chose, la lumière est absorbée dans sa totalité, sauf la couleur correspondante à ce qui est émis. Donc c'est de la soustraction. Ces 3 couleurs fondamentales qui sont donc celles de l'imprimerie, qui permettent de faire toutes les couleurs, c'est le cyan, le magenta et le jaune. Alors, dans notre symbolique de l'homme, on a représenté ces couleurs-là. Ça, c'est le travail de Gadiali, un médecin indien du début du siècle, qui a été repris par Jean-Michel Weiss, un ami avec lequel je travaille sur les couleurs depuis maintenant plusieurs années. Dans notre symbolique corporelle, on a représenté le triangle des couleurs matière, les couleurs de peinture, et le triangle des couleurs lumière, le triangle de projection. Les deux, l'un pointe en haut, l'autre pointe en bas, pour symboliser l'homme relié à la terre et l'homme relié au ciel. L'effet secondaire de ce travail-là, c'est qu'on s'est aperçu que ce sceau de Salomon en lui-même avait une énergie tout à fait surprenante. On va voir comment on peut mesurer les énergies tout à l'heure. Hein. Eh bien, on s'aperçoit que ce sceau de Salomon, mis dans une pièce, simplement, harmonise les énergies des gens. Arrive à déplacer les nœuds telluriques, arrive à protéger un lit, par exemple. Bon. Encore une fois, je ne cherche pas à convaincre. Ceux qui font des séminaires avec moi, ils le mesurent très vite et ils s'en aperçoivent très vite. Hein. Et Gadiali, est-ce que je vais l'avoir là, repris par Jean-Michel Weiss, a établi des correspondances entre les couleurs et les fonctions de l'organisme. Donc là, sur le petit bonhomme couleur, on a les correspondances entre les couleurs et les niveaux du corps, et sur ce schéma-là, on a les correspondances entre les fonctions du corps et les couleurs. Ces 2 planches vont nous permettre aussi une interprétation, une tentative d'interprétation, lorsque l'on saura qu'il manque telle ou telle couleur. Mais du coup, se posent 2 questions principales. La première, c'est comment je vais savoir ce qui manque comme couleur. Et la deuxième, comment je vais traiter. La première question, on a au moins 5 façons d'y répondre. La première façon, c'est qu'on a mis au point un test qui permet de faire avec les couleurs le même genre de travail qu'avec le test d'écoute pour les sons. C'est ce test d'équilibre par les couleurs. Il s'appuie sur le phosphène, sur la capacité du vivant à en permanence se rééquilibrer. Quand on impose une énergie à un organisme, s'il n'a pas besoin de cette énergie-là, pour se rééquilibrer, il va la neutraliser. Quand il s'agit des couleurs, si on impose une couleur à l'organisme en fixant cette couleur-là, par exemple, pendant un certain temps, mettons 30 secondes si l'éclairage est suffisant, si je n'ai pas besoin de cette couleur-là, le cerveau va fabriquer de quoi la neutraliser. Et comment le cerveau va neutraliser une couleur? En fabriquant sa complémentaire, de façon à annuler cette couleur. Concrètement, si je fixe une couleur pendant 30 secondes, qu'après ça je porte mon regard sur une page blanche, on a un cache pour faire ça, qui permet de se reporter son regard sur le blanc.
quand je regarderai du blanc, je vais voir apparaître un rond de la taille de ce que je viens de fixer, mais de la couleur complémentaire. Si je n'ai pas besoin de cette couleur-là, je vais voir apparaître la complémentaire. Mais si j'en ai besoin, mon cerveau va la pomper, cette couleur. Donc je ne vais pas voir apparaître la complémentaire, je vais voir apparaître du blanc, c'est-à-dire rien, ou la même couleur que je viens de regarder. Quand on va avoir fait les 12 couleurs, comme ça, on va trouver une, deux ou trois couleurs qui nous manquent. Quelquefois pas, hein, quand on est bien complètement équilibré, ça arrive quand même. Il faut réaliser deux choses en faisant ce test-là. La première, c'est que la couleur que l'on voit apparaître est une projection du cerveau. Donc elle est plus lumière que matière. Elle est donc plus subtile. Ce n'est pas la même couleur vraiment que celle qui est sur le papier. Elle est plus pâle, elle est plus pastel. La deuxième chose, c'est que comme toutes ces couleurs sont une composition de trois couleurs fondamentales, lorsqu'il me manque vraiment complètement d'une couleur, les couleurs proches ne me feront pas apparaître la complémentaire exacte, puisque je ne vais pas fabriquer la complémentaire de la composante de la couleur qui me manque. Vous saisissez? Donc il faut faire tout le test pour tomber sur une, deux ou trois couleurs principales qui nous manquent. Alors ça, on l'a mis sur le logiciel informatique en même temps que sur ces planches-là, de façon à ce qu'on puisse en même temps derrière faire un travail de rééquilibrage grâce à l'informatique. Ça permettra à ceux qui travaillent toujours sur un ordinateur et qui ont la chance d'avoir un écran couleur de se réharmoniser régulièrement. On va bientôt plus avoir besoin de médecins. Deuxième façon de repérer la couleur qui manque. J'aurais d'ailleurs dû dire que c'était la première. C'est le goût. Quand vous avez envie d'une couleur, en général, c'est que vous en avez besoin. Alors, concrètement, si on veut travailler en thérapie sur quelqu'un, moi j'ai une douzaine de filtres qui correspondent aux 12 pastilles du petit bonhomme couleur. Sur le côté du bonhomme couleur, on a 12 couleurs, 12 pastilles. Donc j'ai une douzaine de filtres qui correspondent à ces 12 pastilles. Et puis je demande quelle couleur vous plaît, quelle couleur vous avez envie. Alors les gens disent une couleur. En général, c'est qu'ils en ont besoin. Sauf dans certains cas où on observe une espèce d'intoxication par la couleur, comme on l'a par l'alcool, la cigarette, etc. Des gens à qui on a dit toujours toi, le bleu te va bien, le bleu te va bien, le bleu te va bien, ils se sont incrustés dans la tête qu'il y avait que le bleu qui leur allait bien. Ou l'inverse, ils ne peuvent plus le voir, ils rejettent complètement le bleu. À ce moment-là, il faudra qu'on les aide pour qu'ils puissent se rééquilibrer. Mais dans l'ensemble, quand on a envie d'une couleur, c'est qu'on en a besoin. Dans ce sens-là, la meilleure façon de se corriger, la plus simple de se corriger, c'est de porter les vêtements qui correspondent à ce qu'on a envie. Donc vous avez une garde-robe avec 12 vêtements de couleurs différents, et puis vous changez quand vous avez envie. Ou alors c'est d'avoir une décoration intérieure où il y a les couleurs dominantes de vos besoins, mais toujours avec une touche de la complémentaire, parce que sinon vous allez à nouveau vous intoxiquer avec la couleur que vous avez mise en dominante. Il faut savoir que le corps se rééquilibre en permanence, hein. Il y a plein de couleurs partout. On a besoin de faire appel à un thérapeute que quand on est malade, entre guillemets. Le déséquilibre apparaît quand on a perdu une capacité de se rééquilibrer. Normalement, on n'en a pas besoin. On a un monde qui est un petit peu difficile à vivre par tout ce qu'on peut subir, donc de temps en temps, il faut qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre. Mais normalement, on ne devrait pas. Si on était bien centré, on se rééquilibre avec tout ce qui passe. Troisième façon de procéder. Là, on va commencer à toucher à des choses un petit peu plus subtiles, et je vais vous demander peut-être de vous accrocher à votre chaise. Bon, je plaisante un peu là, mais on va... Qu'est-ce que j'ai fait de ces petites planches-là? Tada. Le fait de chercher mes petits papiers, ça va vous permettre de digérer déjà ce que je vous ai dit. Tiens. Non, ça fait rien, ça n'a pas une importance capitale.
je l'ai... Alors, la troisième façon de procéder, c'est l'utilisation des enveloppes énergétiques de l'organisme. Vous voyez, je suis bien mon programme, hein. Les sons, les couleurs, on travaille sur les enveloppes. Autour de nous, il y a plein de choses qui circulent, que moi-même je ne vois pas bien, que la plupart d'entre nous ne voient pas, mais il y a plein de choses. Alors ce travail-là, je le précise tout de suite, on a pu le mener aussi à bien parce que j'ai rencontré sur Amiens une femme qui voit les enveloppes. Tout ce qui se passe autour de nous, elle le voit comme on se voit nous physiquement. Ça aide. Hein. Moi j'ai pu vérifier ce qu'elle disait, parce que j'avais un certain nombre d'outils. Elle a pu me décrire ce que je faisais. Vous voyez comment ça peut accélérer le travail. Alors il y a essentiellement, bon, là vous voyez, il y a plein d'enveloppes différentes. On va retenir pour mon propos simplement les trois enveloppes principales qui sont ces espèces de bulles, l'une dans l'autre, qui entourent le corps, qui sont, la première correspond au plus proche du physique, la deuxième correspond à une dimension plutôt affective, et la troisième à une dimension mentale. Pour moi, avec même déjà ouverture sur le spirituel. Ces enveloppes, on peut les mesurer, on peut les sentir de différentes façons. Quand on a la chance de les voir, pas de problème. Bon, c'est pas encore le cas de la majorité, encore que faites attention quand vos enfants, quelquefois, vous font des réflexions un peu bizarres, c'est pas forcément qu'ils délirent. Ils peuvent percevoir des choses que vous ne voyez pas. On le voit de plus en plus, cette capacité à voir ces enveloppes qui nous entourent. La deuxième façon, c'est de passer sa main le long du corps, et on va percevoir, c'est vrai pour les plantes ou les animaux, hein, c'est vrai pour un caillou, on va percevoir à certaines distances une impression différente dans le creux de la main. Ou l'impression que ça fait froid, ou l'impression que ça fait un courant d'air, ou l'impression que ça fait chaud, ou l'impression que ça frémit. Comme c'est un organe d'essence supplémentaire, on n'a pas vraiment les mots pour le décrire. Déjà, c'est difficile de décrire ce qu'on voit, alors de décrire ce qu'on sent comme ça, c'est pas facile. Donc si je passe ma main le long du corps de quelqu'un, le long du mien, à un endroit donné, je vais percevoir cette impression différente. Troisième façon, c'est celle que j'utilise moi en majeure partie, c'est la modification du pouls. Quand je prends mon pouls ici ou ici, je passe ma main à travers une des enveloppes, j'ai un rebond au pouls, c'est-à-dire une modification instantanée, ou l'impression que ça augmente, ou l'impression que ça diminue, ou l'impression que ça se déplace. Alors ça, c'est un travail que j'essaierai de vous faire sentir au cours de l'atelier, tout à l'heure, et puis au cours de l'atelier suivant, puisqu'il faudra que je revienne, il paraît qu'il y a trop de monde. On essaiera de vous faire sentir ça, parce que n'importe qui, à partir du moment où il admet la possibilité que ça existe, peut le sentir. Il y a quelques personnes dans la salle qui ne pensaient pas forcément au départ le sentir, et qui très vite s'y sont mis. Ça les a un petit peu déstabilisés à un moment donné, mais je crois qu'après ça leur a fait bien plaisir. Donc ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Alors, il y a d'autres façons, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, moi j'arrivais avec mon pouls, hein, c'était... Bon, j'ai l'impression maintenant que c'est un petit peu la 2 chevaux par rapport à la Mercedes, parce que plus ça va, plus je fais des séminaires, plus je m'aperçois qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin du pouls, qui sentent directement là, tac, quelque chose qui se passe là. Donc cette modification, ils la pressentent dans l'ensemble de leur corps en fait. Ça veut dire qu'on a un mode de communication, un mode d'approche de la réalité déjà, qui n'est plus seulement ce qu'on avait l'habitude de faire. Et on va franchir une étape supplémentaire quand on va s'apercevoir que ces enveloppes, elles ont des caractéristiques étonnantes, qui a donné le nom de mes séminaires, ECIS, parce qu'elles sont conscientes, intelligentes et sensibles. ECIS, conscientes, intelligentes et sensibles. Ça veut dire qu'elles sont capables d'appréhender la réalité immédiatement, sans passer par le rationnel ni le verbal. Par exemple, je présente un médicament ou un aliment à ces enveloppes. Si le produit est bon, l'enveloppe s'élargit. Si le produit n'est pas bon, l'enveloppe se rétracte. Je rapproche 2 personnes l'une de l'autre. Si elles s'entendent bien, les enveloppes s'élargissent. Si elles ne s'entendent pas bien, les enveloppes se rétractent. Si je me mets dans un lit qui est mal situé, les enveloppes vont se rétracter. Donc là, on a un mode de conscience, un mode d'appréhension de la réalité qui est vraiment nouveau, qui est immédiat, il n'est pas rationnel.
Alors, la raison, après, on en a besoin pour venir contrôler. Comment ça? Non. Non. Quand les personnes sont harmonieuses, que je mesure leurs enveloppes après les avoir rapprochées, leurs enveloppes s'élargissent. Le pouls n'est qu'un outil pour repérer l'enveloppe. C'est les enveloppes qui se modifient et c'est leur conscience à elles qu'on va utiliser. D'accord? Vous voyez les horizons que ça peut nous ouvrir. Vous voulez faire un régime alimentaire. Vous avez plusieurs. Si l'enveloppe se rétrécit, c'est que c'est pas vraiment bon pour vous. Si ça s'élargit, c'est que c'est bon pour vous. Alors, plusieurs remarques à ce sujet-là. La première, qui est extrêmement importante, c'est que c'est un organe d'essence. Hein. Vous avez vu sur l'oreille, c'est vrai pour le son, c'est vrai pour la vue, c'est vrai pour tout ça. L'homme est incapable de percevoir un son. Il perçoit un son en fonction de ce qu'il est. C'est ce qu'on a vu avec le traitement par la musique. Donc là, c'est exactement pareil. Nous n'avons aucune objectivité. On acquiert de plus en plus d'objectivité en fonction de son développement personnel. Donc on peut se tromper. Notre limbique peut venir influencer. Notre rationnel peut venir influencer. Notre instinct peut venir influencer. Donc il y a tout un travail à faire dans cet apprentissage-là, qui est un travail de relaxation, de centrage, de développement personnel en fait. Et on s'aperçoit que quand on met le doigt dans cet engrenage-là, on sait où on commence, on se dit je vais apprendre une technique, et puis on ne sait pas non plus où on finit. Parce qu'on s'aperçoit que ça ouvre de plus en plus d'horizons. Ça oblige à progresser, sinon on arrête. Et ça invite aussi à une certaine prudence. Je peux me tromper. Mais je me tromperai de moins en moins si j'affine. Et puis ça oblige à une certaine honnêteté. Parce que si je teste le chocolat, je peux le sentir positif même s'il est négatif. Ça c'est parce que je suis malhonnête. Par contre, je peux le sentir négatif et puis me dire, bon, ça fait rien, je vais le manger quand même, ça me fait plaisir. C'est peut-être la deuxième enveloppe à ce moment-là qui va en avoir besoin du chocolat. Donc ça apprend à être honnête avec soi-même. Donc prudent, honnête. Ça c'est la partie alimentaire, mais la partie médicaments. Quand vous allez voir votre médecin qui vous file 4 ou 5 remèdes pour... là, vous pouvez lui dire, celui-là je préférerais pas, celui-là il faut peut-être le trouver un autre. C'est vrai d'ailleurs pour l'homéopathie, comme la phytothérapie, comme les essences, comme l'allopathie. Quand je fais ça, je donne à mes patients finalement le moyen de me dire vous m'avez trouvé quelque chose, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Dur des fois. Mais à ce moment-là, on change la relation. C'est plus moi qui sais, je donne des informations, et puis bon, s'ils en savent plus que moi, j'apprends ce qu'ils veulent bien m'apprendre. Je suis là aussi pour progresser. Donc on rentre dans une dynamique d'échange en même temps. Et quand on apprend ça, il ne faut pas s'enfermer tout seul dans son coin. On est obligé de travailler en équipe pour pouvoir vérifier qu'on sent bien les mêmes choses à un moment donné. C'est intéressant aussi pour faire des compatibilités entre les personnes. Un couple qui envisage de se marier, on peut leur dire, en tout cas leur évoquer, quelques possibles difficultés. Ou au contraire, leur dire, vous avez entre les mains tout pour réussir. C'est pas pour ça qu'ils vont réussir. Leur histoire leur appartient. S'ils font pas ce qu'il faut, ils vont se casser la figure aussi. Il n'y a rien d'acquis. C'est une information à un moment donné qui peut aider. C'est une aide étonnante aussi en géobiologie. Vous dormez pas bien, vous ne savez pas pourquoi, vous allez pouvoir mettre votre lit à la place la meilleure dans votre maison. Vous mesurez votre enveloppe, tac, et vous vous mettez à l'endroit où elle est la meilleure. Et puis s'il y a vraiment trop de problèmes que vous faites venir un géobiologue, eh bien vous pourrez vérifier le travail qu'il a fait. Vous pourrez vérifier si le petit instrument qu'il vous a mis, il fonctionne bien toujours, etc. Alors, ça fonctionne sur les 3 enveloppes. Mais quand on va tester la première, on va tester davantage le physique. Quand on va tester la deuxième, on va tester davantage le psycho-affectif. Et quand on va tester la troisième, on va tester davantage le mental. Elles fonctionnent assez souvent dans le même sens. Il y a une harmonie. Mais entre les gens, par exemple, il peut y avoir une personne qui augmente l'autre sur sa deuxième enveloppe, sur l'affectif, et la rétrécit sur le physique. Et inversement, à un moment donné. On a le droit de se compenser, on a le droit de se donner et de recevoir, qui ne sont pas forcément sur le même niveau. Et puis c'est toujours à un moment donné. C'est une analyse par un organe d'essence qui se fait à un moment donné. Alors là, on va franchir encore une étape. Vous pouvez rester accroché. C'est qu'en fait, ces enveloppes-là, elles réagissent aussi au mental. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin du produit. Quand je mesure une enveloppe, si je pense un aliment en me centrant sur la personne, l'enveloppe
s'élargit ou se rétrécit de la même façon que si je présentais l'aliment. Si je pense à un médicament, c'est pareil. Si je pense à un endroit dans la maison, c'est pareil, etc. Alors là, quand on s'est aperçu de ça, si c'est moi qui pense, c'est le thérapeute qui pense. Bon. Mais de la même façon qu'on a affaire à un organe des sens, la personne qui est testée peut penser aussi. Et si on ne travaille pas en synergie, elle pourra aussi bloquer l'information. Hein. Ça, c'est très clair. On ne peut pas mesurer quelqu'un qui ne veut pas être mesuré. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Il reste une grande liberté de manœuvre en tout ça. Alors dans notre tête de chercheur, on s'est dit, les enveloppes, elles se modifient en fonction du mental. On s'est aperçu aussi, ce que vous sentirez, c'est que quand je prends mon pouls à moi, je vais percevoir des modifications qui sont celles d'une personne qui est à distance. Autrement dit, si moi je mesure l'enveloppe là, je perçois une information au pouls, vous êtes capable de sentir la même information. Ça en fera l'atelier. Hein. Donc on a là une forme de travail à distance. On peut travailler en mental, on peut travailler à distance. Alors on s'est dit, bon, il y a des gens qui travaillent sur photo, est-ce qu'ils font vraiment n'importe quoi? On va voir. On a pris des photos, et puis en prenant notre pouls à nous, on a essayé de voir de chaque côté de la photo s'il y avait quelque chose qui nous donnait l'information au pouls. Et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de compatible avec la présence des enveloppes. Intéressant. Et comme les enveloppes, elles bougent en mental, on s'est amusé à faire ce petit jeu-là. D'abord en approchant une autre photo, puis ensuite en pensant à un médicament, en pensant à un aliment, en pensant à une autre personne. Il y a des choses qu'on peut vérifier assez facilement. Quand on sent qu'une mère et son enfant vont bien ensemble, bon, on peut très bien voir quel est l'impact de la mère sur l'enfant. On a peu de chance de se tromper. Eh bien, l'expérience montre que ça fonctionne très bien. On peut mesurer sur photo des modifications des enveloppes en fonction de ce qu'on demande. Donc, toujours à condition d'être centré, de faire abstraction de son affect, etc. Bien sûr, c'est encore un organe des sens. Alors là, on a été au culot, hein. On se dit tant qu'on est en route, allons-y. On a été encore plus loin. On s'est dit la photo, ce n'est finalement qu'un support. Hein. Si je mets le nom d'une personne, je vous montre le reste après. Hein. Si je mets le nom d'une personne, que je prends mon pouls, je passe mon doigt comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un rebond au pouls à des endroits qui sont compatibles avec la présence d'enveloppe. Et en plus, ça bouge en mental de la même façon que sur la photo. Alors moi, comme thérapeute, ça m'a beaucoup simplifié la vie. Parce que quand les gens y viennent, déjà quand ils ont 15 remèdes dont on ne sait pas quoi faire, c'est difficile d'arrêter des médicaments. Eh bien, c'est relativement plus facile, surtout quand on ne connaît pas bien les gens, qu'on n'est pas impliqué avec eux sur le plan affectif, c'est relativement plus facile de leur dire, tiens, celui-là, ça augmente votre enveloppe, vous pouvez le garder, celui-là, ça le rétrécit, vous devriez l'arrêter. Comme ça, on fait le ménage. Ceux qui ne bougent pas l'enveloppe, on les laisse parce que dans un premier temps, ça rassure, même si ça ne sert à rien. Ceux qui élargissent, on les laisse parce que de toute façon, ça fait du bien. Et tous les autres, on les supprime. Puis on s'aperçoit que ça va déjà beaucoup mieux, rien qu'en faisant ça. Et puis après ça, eh bien, on va faire le même interrogatoire que ce que j'ai esquissé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème alimentaire? S'il y a un problème alimentaire, plaque, les enveloppes se rétrécissent. Et à ce moment-là, on va interroger un peu plus loin. Est-ce que c'est un problème avec les laitages? Parce qu'il y a souvent des problèmes avec les laitages. Hop, ça se rétrécit. On va dire aux gens, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose avec les laitages, vous devriez essayer pendant un mois ou deux de ne pas prendre de laitage, puis on verra si effectivement c'est vrai ou pas. C'est encore un outil de travail, hein. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de vérité absolue, puisqu'on peut toujours se tromper. Ça, c'est l'humain, on peut toujours se tromper. Je répète ça souvent parce qu'en fait, quand on touche à ça, on passe par une période de toute puissance. Je peux dire aux gens ce qu'ils ont, je peux leur trouver un remède, puis après, on dit bon, hein, d'abord si tu es là, c'est qu'on te l'a donné, hein. Puis ensuite tu restes un homme. Quand on commence à se gonfler un peu trop, on a le coup de pied aux fesses qui fait qu'on s'est trompé sur un remède et puis la personne se retrouve à l'hôpital avec... Enfin, bon, ça peut se voir ça. Hein. Donc ça nous... Enfin en même temps c'est un outil tout à fait passionnant. Alors je continue mon interrogatoire. Est-ce qu'il y a un problème de géobiologie? Est-ce qu'il y a un problème affectif?
etc. Du coup, on peut très, très rapidement, souvent, mettre le doigt sur l'essentiel des problèmes. Mais alors, c'était pas très satisfaisant quand même. Pourquoi on n'aurait que quelque chose là, de chaque côté? Très vite, on a supprimé le nom, puisque le nom, c'est qu'un support. On a mis simplement une croix pour représenter la personne, on se centre sur la personne, et puis c'est tout. L'étape suivante, ça, on l'a faite grâce à Véronique, la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui voit les enveloppes. En travaillant avec moi, elle me dit, avec moi ou avec Gilbert Lamoury, je ne sais plus, de toute façon on a travaillé tellement ensemble qu'on ne sait plus très bien à un moment donné qui a trouvé quoi. Ça n'a pas d'importance, c'est le travail d'équipe. Elle nous dit, mais quand vous faites ce travail-là, moi je vois quelque chose apparaître sur le papier qui est en rond. Et puis j'en vois 3, des cercles. Alors nous, comme on était branchés sur les 3 enveloppes, on s'est dit, ça y est, on tient nos 3 enveloppes. C'est pas vraiment des enveloppes puisque c'est pas la forme du bonhomme. Mais enfin, quand même, avoir 3 cercles alors qu'on était branchés sur des enveloppes, c'était tentant de se dire, il y a sûrement quelque chose là. Puis elle nous dit, c'est pas vraiment complètement rond, il y a des accidents par rapport au cercle. Alors là, on s'est dit, sûrement, s'il y a des accidents, c'est une rupture de l'harmonie, comme pour le règle, ça doit correspondre à quelque chose. Il nous manque la clé. À quoi ça peut bien correspondre? Alors, je vous signale que comme tout à l'heure, ces ronds bougent, en fonction de ce qu'on fait comme analyse dessus. Eh bien, la clé, on l'a eue, parce qu'elle nous a dit un peu plus tard, en affinant son regard, vous savez les copains, ce que vous faites là? Eh bien, moi je le vois en couleur. Et quelle couleur? Où les ai-je mises? Ça y est, je suis noyé dans mes papiers. Il y en a une qui est tombée, c'est la bonne? Et c'est la bonne, merci mademoiselle. Les couleurs du sceau de Salomon. Je ne donne pas les détails, parce que j'ai pas le temps, on verra plus tard. Toujours dans le même sens, quand on fait une projection mentale comme ça sur le papier, le schéma qui apparaît à quelqu'un qui voit est en couleur. Alors nous on s'est dit, ça y est, on a la clé, puisqu'on sait à quoi correspondent les couleurs sur le sceau de Salomon et sur le petit bonhomme. S'il y a un creux en regard du bleu, c'est sûrement qu'il y a un manque de bleu. S'il y a un creux en regard du jaune, c'est sûrement qu'il y a un manque de jaune. Du coup, on peut esquisser une tentative d'interprétation sur le plan physique, sur le plan affectif et sur le plan mental. Alors c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a essayé de faire. Le plan physique, il était déjà fait, puisque le sceau de Salomon, il y a les correspondances. Vous avez vu tout à l'heure, on a les correspondances des fonctions et des couleurs. Là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure pour les sons. L'interprétation n'est qu'une interprétation. Je peux toujours me tromper dans l'interprétation. Donc je livre une information, ça résonne ou ça résonne pas chez les gens, puis on discute, on voit à quoi ça peut correspondre. Par contre, l'analyse elle-même est une analyse de type objectif. Subjectif parce que c'est un sujet qui l'a fait, mais objectif parce qu'on n'est pas impliqué dans le problème, et ça ne dépend pas de notre analyse rationnelle. Ça dépend de ce que l'on sent. Si je sens bien, je vais percevoir quelque chose qui est une image des perturbations énergétiques de la personne. Du coup, je vais pouvoir traiter en miroir. Je vais renvoyer la couleur qui manque, même si je n'ai pas compris. On va rendre à la personne son harmonie. On va la remettre dans sa norme à un moment donné. Je vais tout de suite au bout de cette démarche sur les ronds, là. Vous imaginez bien que être dans le plan, c'est insuffisant pour des êtres comme nous qui sommes dans les 3 dimensions. Alors, on a demandé à notre charmante Véronique d'affiner sa vision, de regarder d'un peu plus près, et elle a pu nous dire qu'en fait, ça c'était en relief. Et en relief, on obtient en fait une pyramide, une double pyramide inversée, avec une sphère à l'intérieur, qui donne en couleur ceci. Là, c'est pas très grand, mais enfin, voilà. Les couleurs du sceau de Salomon. Après ça c'est ce qu'on sent. Alors pareil, on peut le vérifier au pouls, nous, au pouls, ou bien avec les différents outils que je vous ai signalés tout à l'heure. Encore une fois, chacun peut le vérifier. Alors, restait à élaborer une tentative d'interprétation théorique, parce que c'est bien de sentir, mais si on arrive à comprendre un peu mieux, on est plus à l'aise. Alors moi, je pense, c'est mon interprétation, que ça peut s'expliquer par la théorie des champs morphogénétiques de Sheldrake. Sheldrake, c'est un chercheur anglo-saxon qui s'est posé des questions à partir de problèmes posés par la science et non résolus,
à savoir comment la forme se reproduit. Première question, en 8 mois, toutes nos cellules se reproduisent complètement, on n'a plus les mêmes, sauf les cellules nerveuses, et on se reproduit du pareil au même. À 15 ans d'intervalle, vous vous reconnaissez, sauf exception. La science explique comment on fabrique les protéines pour renouveler, mais elle n'expliquait pas comment se produit cette conservation de la forme. Et puis il y a d'autres questions importantes, du style, si je fais faire un apprentissage à des souris à New York à un moment donné, si je prends des souris de la même race, mais d'une souche génétique différente, à un autre moment plus tard à Tokyo, j'aurai un apprentissage plus rapide. Si je reprends des races de souris analogues, mais pas de la même souche génétique, pas mère-fille, je refais un apprentissage à Paris quelques temps après, ça va être encore plus rapide. C'est quand même curieux. Il y a aussi d'autres questions du style, comment se fait-il quand un chercheur trouve quelque chose d'important à un moment donné dans le monde, dans les jours qui suivent, il y en a un autre qui trouve quelque chose d'analogue ailleurs. Bon, il y a le genre espionnage industriel et scientifique, ça existe, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, chez le Drac, il pense ça aussi. Alors sa théorie, c'est de dire qu'il existe hors temps, hors espace, un champ, il faut garder des mots qui sont nos mots à nous, dans lequel tout ce qui existe est imprimé. Par exemple, je pense quelque chose, ma forme pensée va s'imprimer dans ce champ. Et s'il y a quelques personnes qui pensent pas très loin de moi, ils vont avoir accès à cette marque-là à condition de se mettre dans un état de réceptivité suffisant. Du coup, si on est 10 à penser la même chose, la marque va être plus importante. Et puis des personnes qui pensent un tout petit peu différemment vont pouvoir se brancher sur cette marque-là. Et puis s'ils se mettent à penser pareil, on sera 100 à penser pareil. Du coup, c'est 10 000 qui vont pouvoir y avoir accès. Et à un moment donné, hop, ça fait la bascule. Alors ça, rien qu'au niveau des pensées, ça nous donne, si ta théorie est juste, et je pense qu'elle est juste, ça nous donne une sacrée responsabilité. Ça veut dire que nos pensées, justes, peuvent être rejointes par d'autres personnes et amplifiées à un niveau qui n'est pas le niveau des médias, qui est à un autre niveau de conscience. Ça veut dire que, là je fais vraiment un petit aparté, mais c'est tellement important à notre époque que je ne peux pas me priver de le faire. Ça veut dire que dans un événement comme celui du golf qu'on vit actuellement, plus il y aura de gens comme vous ou comme moi qui penseront des choses positives, qui penseront paix, plus la marque paix dans ce champ morphogénétique sera importante. Et plus les gens autour pourront se brancher sur cette marque paix. Plus chacun d'entre nous penseront agressivité, donc plus la marque de l'agressivité amplifiera, et plus les gens se brancheront sur cette agressivité, et plus on risque d'avoir des guerres. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de prendre conscience qu'on a une puissance tout à fait étonnante par l'intermédiaire de ces champs morphogénétiques. Après cette petite aparté qui nous éloigne un petit peu, je reviens à la mesure des enveloppes énergétiques qui nous fournissent les autres façons de mesurer les couleurs qui nous manquent. Puisque quand j'approche un médicament ou un aliment d'une enveloppe, elle se rétrécit ou elle s'élargit en fonction des besoins, eh bien, je vais faire pareil avec les filtres. Si j'approche un filtre des enveloppes, si la personne a besoin de la couleur correspondante, l'enveloppe s'élargit. Si elle n'en a pas besoin, ça ne fait rien, ou si c'est pas très bon pour elle, ça se rétrécit. Là, j'ai une façon aussi de travailler en miroir. Je repère. Et puis l'autre façon, quand on a compris qu'il n'y en avait pas besoin des filtres en fait pour le trouver, puisque ça réagit en mental, je vais le faire en mental. Bon, passer dans sa tête les 12 couleurs, rouge, vert, bleu, jaune, c'est long et fatigant. Alors il y a une façon plus simple de procéder. C'est de prendre le pouls de la personne, ou bien de le faire en sentant dans son doigt comme avec la main, de se centrer sur elle, sur la couleur dont elle a besoin, et si je passe mon doigt à ce moment-là sur les 12 couleurs, je vais avoir un rebond au pouls en face de la couleur dont elle a besoin. Alors comme après, bon, je vais faire pareil pour savoir où elle en a besoin de cette couleur-là, je passe mon doigt là, j'ai un rebond au pouls en face de la couleur dont elle a besoin. Ça sera vrai pour la première, puis pour la deuxième, puis pour la troisième, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus besoin. Alors là, effectivement, on peut délirer tout seul dans son coin. Mais comme on a appris à mesurer les enveloppes et à travailler directement avec les filtres, ben je vais vérifier. Je vais prendre mon filtre, puis je vais vérifier si l'enveloppe s'élargit vraiment ou pas. Si elle s'élargit, c'est que j'avais raison dans mon diagnostic. Puis comme j'ai pu apprendre à faire le dessin sur papier, si j'ai un creux au même endroit correspondant que la couleur que j'ai sentie au pouls, c'est une autre façon de se vérifier. Comme ce n'est pas les mêmes repères,
Ça permet d'avoir un tout petit peu plus d'objectivité. Et puis comme j'ai appris à jouer sur le phosphène avec cette planche-là, eh bien, j'ai une autre façon de vérifier que je n'ai pas complètement déliré. C'est d'autant plus important d'avoir des outils pour se vérifier que chaque thérapeute aborde une personne avec ce qu'il est. Pour tous nos organes des sens, vous l'avez compris maintenant, c'est vrai qu'on doit faire une thérapie. On crée un système avec la personne que l'on traite. Donc chaque thérapeute ne va pas rentrer dans la personne de la même façon. Si bien qu'il y en a une qui va trouver du rouge sur le ventre, alors que l'autre va de façon privilégiée passer avec du bleu cyan sur la gorge, par exemple. Et on aura tous les deux raison. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'avoir tort ou raison. On sera tous les deux efficaces. Alors, évidemment, ça nous posait des questions au début dans les séminaires quand on ne trouvait pas les mêmes choses. Mais on s'aperçoit que c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait logique. D'où l'importance d'avoir soi-même ses propres outils de vérification. Ceci dit, on s'aperçoit sur les résultats qu'on a les mêmes résultats. Encore une fois, sur les couleurs, on a là un outil d'une simplicité déconcertante et en même temps d'une efficacité étonnante, simplement parce qu'on travaille en miroir. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est comme si on demandait à la personne ce dont elle a besoin et elle nous répond. Et on lui donne ce dont elle a besoin, c'est tout. À condition qu'on soit neutre soi-même. C'est les grandes différences avec les deux autres approches de la couleur qui existent. La première, c'est la méthode Agrappa, où il raisonne. À partir du raisonnement de l'acupuncture, il va dire il y a une brûlure, bon, il faut mettre du froid. Bon, il met du froid, une couleur froide, et puis ça va traiter. Il y a d'ailleurs des résultats tout à fait intéressants. Mais il peut se tromper dans son interprétation aussi, donc se tromper sur la couleur, puis sur la durée. Tandis que là, pour le traitement, on va avoir la même précision que pour le diagnostic. Voilà, en deux mots, pour vous traiter sur les couleurs, vous avez donc les vêtements, vous avez la décoration, vous avez tout ça, vous avez les filtres, et quand vous savez travailler sur les enveloppes, eh bien, il suffit que vous approchiez le filtre au niveau de l'enveloppe, jusqu'à ce que quand vous le retirez, l'enveloppe, elle ne bouge plus. Et puis, il n'y en a plus besoin de cette couleur-là, le traitement, il est fini. Et vous verrez, quand on acquiert une sensibilité un peu plus fine, on arrive à faire le tour des gens, on se laisse guider, c'est comme si on se laissait entraîner dans le circuit énergétique de l'autre. Ça, c'est quand on commence à finir un petit peu. Mais déjà, simplement, de façon très brute, j'approche mon fil de l'enveloppe s'élargit, je laisse le filtre au niveau de l'enveloppe, jusqu'à ce que quand je le retire, l'enveloppe, elle ne revienne plus à sa place. Et puis j'ai fait mon traitement. Donc on fait que répondre à la demande. Je ne peux pas me tromper. Sauf si, évidemment, je mesure qu'il en faut alors qu'il n'en faut pas. Mais ça, avec l'apprentissage, ça vient relativement vite. La deuxième méthode importante de traitement par les couleurs, de diagnostic et traitement, c'est Pierre Deshousses qui l'a élaboré. Lui, il utilise une règle de Loucher, la règle de Loucher. Non, c'est pas Loucher. Neischer, ça y est, Neischer. En fait, c'est comme si il mesure la longueur d'onde de la couleur sur la personne. Bon, il travaille très bien, on a les mêmes correspondances. Il a travaillé avec moi au cabinet, on a vu qu'on avait les mêmes résultats pratiquement, à quelques divergences près. C'est tout à fait cohérent. À mon sens, il pourrait se passer de sa règle. C'est-à-dire qu'il pourrait le faire complètement en mental. Mais ça, il veut faire le passage entre la science, une certaine forme de science, et l'irrationnel. C'est un travail tout à fait louable. Je crois qu'on va l'encourager à faire ça aussi. Comme on se retrouve, de toute façon, c'est très bien. Donc j'arrive un petit peu au bout de mon exposé. Vous voyez que pour revenir au titre de la conférence, on touche à une conscience de l'homme différente, plus importante, plus globale que la conscience rationnelle et verbale, d'où l'intitulé de l'homme rationnel à l'homme conscient. On touche à une dimension globale de l'homme qui fonctionne comme un hologramme. Chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. On touche à toutes les dimensions de l'homme, physique, énergétique, psycho-affective, mentale et spirituelle. Et je crois qu'on est dans une démarche de type scientifique, en tout cas au sens où la science est susceptible d'évoluer dans les années à venir. Dans le sens d'une démarche scientifique élaborée par la recherche en physique contemporaine. En même temps, cette démarche nous ouvre vers un horizon où on ne peut pas s'asseoir et s'arrêter vraiment. À chaque fois, on a l'impression que l'horizon s'ouvre de plus en plus large. Donc c'est une aventure qui est tout à fait passionnante. C'est une invitation au voyage. Alors ceux qui la feront, vous verrez que vous ne le regretterez pas. Alors maintenant, quelques petits points concrets
ceux qui ont envie d'apprendre à travailler dans cette dimension-là. On organise des séminaires. Moi, j'en organise sur Paris, j'en organise sur Amiens, et il est probable qu'on en organisera aussi sur l'île s'il y a suffisamment de personnes intéressées. Les personnes qui sont intéressées par ce que je dis là, qui veulent avoir le livre qui va sortir, vous pouvez souscrire au livre au stand Arcal Institut là-bas. Il n'est pas tout à fait sorti parce qu'on est encore en train de mettre les dernières... il y a 2-3 trucs encore à régler mais qui sont tout à fait simples. Après ça, on le donne à l'imprimeur. Et puis vous pourrez l'avoir dans, je pense, dans le mois ou les 2 mois qui viennent. Un beau cadeau de Noël, dit-il modestement. Et la troisième chose, ceux qui sont intéressés par les planches, ça vous le sentez vous-même. Hein. Il y a des gens qui sentent très bien, sauf Salomon par exemple, ils disent ça, vraiment j'ai envie de la mettre dans ma maison. Ces planches, vous pouvez les avoir. Hein. Elles sont commercialisées au stand d'Arcal. Certains trouveront peut-être que c'est un peu cher, mais c'est notre travail de recherche, en même temps c'est un outil de travail. On les vend 100 francs la planche. Alors ceux qui auront mesuré les enveloppes, vous verrez que effectivement ça harmonise bien les énergies d'une maison. Enfin ça je le dis parce que je crois qu'il faut que les choses soient claires. Ceux qui font les séminaires, de toute façon, il faudra un jour que vous vous équipiez sur les filtres, Bon, à ce moment-là, ça sera un outil de travail, mais vous verrez que c'est intéressant d'ailleurs de partir avec, comme pharmacie, une quinzaine de filtres, comme ça. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'autre chose du moment qu'on mange correctement. Je suis parti en voyage là, pendant 15 jours en vacances. J'avais emmené ça, même pas l'enveloppe, parce que ça c'était trop encombrant. Et puis j'ai eu 2 problèmes importants à régler, une histoire de tendinite, une histoire d'entorse, je sais plus trop quoi. Avec les filtres, ça s'est réglé en une demi-heure, quoi. Donc il n'y avait même pas besoin de médicaments, pas besoin enfin le médecin c'était moi. Mais... Disons que l'apprentissage peut se faire par n'importe qui. Donc là aussi il y a une dimension qui est rendre à chacun d'entre nous ses possibilités de se soigner et de soigner les autres. Je crois qu'on va sortir dans les années à venir du système de gens qui sont spécialisés pour nous guérir. Chacun d'entre nous, on a ce pouvoir-là. On devrait pouvoir tous faire ça à temps partiel. C'est des échanges on peut se donner ça les uns aux autres. D'ailleurs, rien que le fait de monnayer sa santé, c'est quelque chose qui met un petit peu mal à l'aise. Ce développement personnel, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire en échange en permanence les uns avec les autres. Donc là, je fais un peu de l'anti-médecine actuelle. Je cite peut-être une des branches sur lesquelles je suis assis. Mais je crois que c'est quelque chose d'important pour l'avenir, dans le développement de l'homme. Alors voilà, je vous invite au voyage.